Are you him? Are you Sauron? La saison 1 des Anneaux de Pouvoir a été critiquée pour son écriture, mais la saison 2 s'est améliorée dans ce domaine, et à d'autres égards également. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série a commencé à prendre tout son sens en lançant sérieusement certaines de ses intrigues, après avoir passé la saison 1 sur de nombreuses expositions de personnages et de lieux. Le final de la saison 1 a mis fin au grand mystère de Sauron en confirmant que Halbrand était le Seigneur des Ténèbres. De même, le final de la saison 2 a mis fin au mystère de Gandalf en confirmant que l'étranger était bien le gris. Avec la véritable identité de Sauron exposée dans la saison 2, une amélioration notable des différents scénarios de la série s'est produite. La tromperie de Sauron était vitale, permettant à la série de s'accrocher à Sauron Galadriel. La tension entre leur unité et leur opposition est un terrain de jeu suffisamment grand pour que cela puisse jouer pendant ces 5 saisons entières. Et depuis que cela a été établi, la saison 2 est passée au vif du sujet. La série a dépassé les attentes en tant qu'adaptation fidèle à bien des égards, tout en prouvant la valeur de certains de ses éléments originaux. La saison 2 a prouvé pourquoi la série inclut les pieds velus, ce qui semblait inutile dans la saison 1, tout comme les hobbits étaient l'intérêt humain dans le Seigneur des Anneaux, offrant relativité et humour, les pieds velus étaient l'avatar de la personne ordinaire dans la série. Ils brillaient en termes de divertissement, d'humour et de problèmes, et de relations reconnaissables au quotidien. De cette façon, ils apportaient évidemment de la valeur, mais il n'était pas clair comment ils racontaient l'histoire des Anneaux de Pouvoir ou du Deuxième Âge. Les pieds velus ne figuraient pas du tout dans le Silmarillion, le principal référentiel d'histoire du second âge de Tolkien. La série détient les droits sur Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, mais a obtenu l'autorisation d'adapter des éléments de plusieurs autres œuvres. C'est donc, à juste titre, qu'il s'est concentré sur les histoires du Silmarillion. Cependant, en unissant les pieds velus et les forteaux, Nori a prouvé qu'elle démontrait l'histoire du Hobbit et comment la race s'est finalement formée à partir de plusieurs tribus pré-Hobbit. Bien qu'il s'agisse d'un matériel original, cela fournit une charmante histoire pour les Hobbits du Seigneur des Anneaux. Cela rend également la relation de Nori avec l'étranger beaucoup plus pertinente, s'avérant être Gandalf, l'étranger et son amitié avec Nori expliquent l'amour de Gandalf pour les hobbits. La saison 2 a commencé à faire bon usage de Gil-galad. Le grand roi Gil-galad était un excellent personnage de Tolkien du second âge et cela semble un peu inutile pour les Anneaux de Pouvoir de le mettre dans le rôle d'un bureaucrate ennuyeux dans la saison 1. Bien que démontrant son intelligence dans la saison 1, son rôle était suffisamment petit pour qu'il ne reflète toujours pas sa force, sa sagesse ou sa valeur. Mais Gil-galad, prenant enfin sa lance dans la saison 2, était le moment que les fans de Gil-galad attendaient depuis 2022. Le roi a montré ses prouesses au combat avec sa lance légendaire, Aeglos, sans oublier que l'acteur de Gil-galad, Benjamin Walker, a chanté lui-même pour la scène des hymnes des régions, créant une véritable impression de la voix ancienne et triste de Gil-galad. Elrond a commencé à devenir le leader de Foncombe dans la saison 2. Robert Aramayo semblait au début comme un étrange choix d'acteur pour quelqu'un qui allait être l'un des personnages les plus puissants du Seigneur des Anneaux. Son apparence juvénile le faisait ressembler à un soutien ou à un assistant plutôt qu'à un leader, même s'il était compréhensible qu'il paraisse plus jeune que l'Elrond des films de Peter Jackson, étant un Elrond beaucoup plus jeune. En effet, la saison 1 montrait un Elrond qui n'était pas encore un leader. Le statut d'Elrond en tant que leader n'a vraiment commencé à entrer en jeu que lorsqu'il a établi le royaume de Foncombe au Deuxième Âge. Heureusement, c'est le développement du personnage auquel les téléspectateurs peuvent s'attendre, avec Elrond finalement localisé dans le sanctuaire qui deviendra probablement Foncombe à la fin de la saison 2. Pour en arriver là, la saison 2 a montré qu'Elrond commençait à être en désaccord avec Galadriel et Gil-galad, se méfiant plus de Sauron que d'eux. Il commit une trahison pour le bien de sa propre intégrité et partit en guerre, menant une légion contre Adar. La saison 1 a exploré les origines et les droits des orques, suggérant une sympathie pour les orques tout en montrant leurs menaces. Mais ce n'est qu'à la toute fin de la saison 2 que la série a clairement énoncé sa position. Les Anneaux de Pouvoir montrent, sans aucun doute, des orques rédempteurs. Cela aurait été bien si la série avait décidé de ne pas racheter les orques et avait manifesté une représentation convaincante de leur mal terrible et irrémédiable. Mais l'incohérence avait prêté à confusion. Choisir une position sur la question de la rédemption des orques était ce dont la série avait besoin, et en réalité, elle a choisi le bon côté. Non seulement Tolkien penchait vers une vision plus sympathique des orques dans ses années plus âgées, mais Adar était le personnage original avec le plus de potentiel. Heureusement, son plein potentiel a été exploité dans la saison 2, offrant un arc de méchant à héros qui s'est terminé par la plus grande tragédie que la série ait conçue jusqu'à présent.
Le scénario de Numénor de la saison 1 a été critiqué pour être apparu au moins un millénaire avant qu'il ne soit censé le faire, selon les livres, mais la saison 2 a prouvé pourquoi il avait été inclus. La série a clairement toujours eu pour objectif de décrire ses principaux événements dans une chronologie à peu près canon, comme en témoigne la façon dont elle a adapté le siège d'Eregion dans la saison 2 et n'a pas encore adapté la chute de Numénor. La série aurait pu choisir de raconter l'histoire des anneaux de pouvoir magique du Seigneur des Anneaux sans également raconter l'histoire de la chute de Numénor. Pourtant, avec 5 saisons approuvées, aucun showrunner ne résisterait. Honnêtement, décrire l'énorme laps de temps entre le siège d'Eregion et la chute de Numénor aurait été un défi, mais décrire les événements dans l'ordre fonctionne tout aussi bien. La saison 2 a terminé de préparer la chute de Numénor en faisant en sorte que Pharazôn et Kemen se retournent enfin contre les fidèles. Avec Pharazôn au pouvoir, il est libre d'occuper le devant de la scène dans l'inévitable scénario de Numénor dans la saison 3. La présence de Sauron dans la saison 1 a dérouté beaucoup de ceux qui s'attendaient à la description de l'Anatar du deuxième âge de Tolkien. La dichotomie Sauron-Galadriel allait toujours être au cœur de la structure, de la chronologie et de l'adresse moderne de la série sur 5 saisons. Donc la tromperie tout au long de la saison avait du sens. Cependant, le personnage original Halbrand a nécessité des explications sérieuses de la part de la saison 2. Heureusement, elle s'est mise directement au travail dans l'épisode 1. S'ouvrant sur un flashback sur le couronnement de Sauron 1000 ans avant les événements de la saison 1. Jack Lowden a joué Sauron sous la forme qu'il avait pour la guerre de la colère. Vraisemblablement, Adar et les orques l'ont poignardé à mort, le laissant se régénérer lentement pendant de nombreuses années pour finalement prendre sa forme d'Halbrand. Rencontrant des habitants du sud fuyant les orques, Halbrand les rejoignit dans leur voyage à travers la mer, choisissant de s'attaquer à nouveau à Adar lorsqu'il aurait gagné en force. De nombreux téléspectateurs étaient préoccupés par la grande révélation de Sauron de la saison 1, estimant qu'il n'obtiendrait jamais l'Anatar sculptural décrit dans le Silmarillion. Halbrand incarnait à bien des égards la forme équitable de Sauron telle qu'elle était donnée dans le Silmarillion et aurait facilement pu être un remplaçant respectueux des droits d'Anatar. Sa ligne, appelée ça un cadeau, faisait référence à Anatar dont le nom signifie Seigneur des dons et Galadriel a même dit que c'était la forme équitable de Sauron. Anatar lui-même était donc le plus gros cadeau de la saison, et n'aurait pas pu être plus fidèle. C'était bizarre de voir Sauron prendre une autre forme qui ressemblait si étroitement à son ancienne. Il s'agissait évidemment de préserver l'excellent Charlie Vickers, mais Sauron a fait en sorte que Sauron confesse ses capacités divines à Celebrimbor, faisant de sa forme Anatar une démonstration impressionnante plutôt qu'un déguisement nécessaire. Galadriel était une parvenue dans la saison 1, et elle ne ressemblait pas du tout à l'elfe magique et pur du troisième âge. La saison 2 a commencé à l'y amener. Les films de Peter Jackson ont popularisé cette image magique et pure de Galadriel qui n'était cohérente qu'avec une partie de l'histoire de Tolkien. Mais il existait d'autres versions de Galadriel, notamment celle présentée dans la série. En fait, le légendaire était remarquablement incohérent ici. Galadriel était l'un des personnages les plus complexes de Tolkien. C'est l'âge du rôle principal féminin fort, et il était juste de placer Galadriel comme héroïne. Mais dans la saison 1, elle est devenue la proie des mensonges de Sauron et l'a ensuite dissimulé. Dans la saison 2, Galadriel a fait preuve de compétences militaires en étant le pionnier de la rétention des anneaux par les elfes et en suivant Sauron dans les régions. Elle a également sagement conseillé à Adar de ne pas attaquer Eregion car c'était le choix de Sauron. Galadriel est également née de l'hypocrite Bigot qui traitait d'Adar d'orque malgré sa simple demande d'utiliser un terme différent, devenant ainsi une diplomate progressiste. Lorsque la fin de la saison 2 a finalement révélé que l'étranger était Gandalf, il est devenu clair à quel point la série avait toujours eu besoin de Gandalf. L'étranger a bien fonctionné dans la saison 1 comme carotte pour le véritable déguisement de Sauron qui était Halbrand, mais il n'a montré aucun but. Il semble que cela soit intentionnel étant donné qu'il devait se lancer dans une quête avec Nori pour découvrir précisément cette chose. La quête s'est avérée payante pour l'étranger et la série. Retrouvant son nom, son bâton et le fait qu'il devait s'opposer à Sauron, l'étranger a découvert beaucoup de choses à Rune. Mais c'est vraiment la série qui s'est retrouvée lorsque Gandalf a été révélé. Enfin, s'opposer à Sauron ressemble à un combat loyal plutôt qu'à une étude morbide des récits les plus sombres de Tolkien. La série a été submergée par l'obscurité en décrivant une histoire d'origine de méchants après avoir pataugé dans l'arc de vengeance de Galadriel tout au long de la saison 1. La série avait besoin d'un véritable contrepoint à Sauron en dehors de l'impasse désordonnée amour-haine de Galadriel, aussi vital que cela soit pour le succès de la série. La véritable récompense de la saison 2 a été la relation entre Sauron et Celebrimbor qui a finalement tenu la promesse de la série de raconter l'histoire des anneaux. Bien que les 3 anneaux elfiques aient finalement été forgés à la fin de la saison 1, il a fallu attendre la saison 2 pour voir des anneaux pour hommes et nains. Les anneaux des nains ont reçu une grande attention tout au long de la saison 2, provoquant un énorme drame dans la relation de Durin avec son père. En créant les spectres de l'anneau, les 9 constituent une catastrophe passionnante qui attend de se produire dans la saison 3.
La création s'est terminée par une tragédie comme cela aurait toujours dû se produire. Sauron tirant des flèches sur Celebrimbor et les lançant comme une torture étant l'interprétation parfaite de ce moment dans Unfinished Tales. Présenter le meurtre final de Celebrimbor par Sauron comme une perte de contrôle conflictuelle de la part de Sauron était également parfait, indiquant le rapport que les deux avaient établi. Finalement, hissé sur un poteau, le statut de Celebrimbor en tant que bannière horrible était le matériau canon des rêves les plus horribles des fans de Tolkien, prouvant que les Anneaux de Pouvoir a tout aussi soif de manifester le légendaire que n'importe quelle autre histoire. Voilà, maintenant la question est de savoir toi, quelle saison as-tu préférée, la première, la deuxième, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.